Les chercheurs en IA ne servent-ils donc à rien? C'est plus ou moins, si on extrapole un peu, ce que nous dirait Richard Sutton, qui est ni plus ni moins que l'inventeur du reinforcement learning, dans un papier qui intitule The Bitter Lesson, la leçon amère, qui est sorti le 13 mars 2019. Alors avant d'entrer un petit peu dans le papier et de le lire ensemble, de le survoler ensemble, vous m'entendrez parfois dire de façon à peu près un peu ironique, mais pas tant que ça, que c'est à Nvidia qu'on doit le plus gros des progrès en deep learning récents. En fait, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé en deep learning, par exemple, on attribue souvent le deep learning à trois facteurs. Le premier, c'est Internet, qui a permis de constituer des grosses bases de données. Le deuxième, c'est les GPU, qui ont permis de lever beaucoup de calculs pour faire des opérations de multiplication matricielle rapides. Et le troisième, c'est qu'on est passé de la sigmoïde ou la tangente hyperbolique à ReLU. Et quand on voit les graphes, on comprend qu'effectivement, bon, c'était malin de le faire à l'époque, mais c'était pas non plus une découverte incroyable, quoi. Il fallait juste avoir la bonne idée et puis ça fonctionne. Et donc, effectivement, on a le droit de se poser la question de qu'est-ce qui fait vraiment la recherche en IA et qu'est-ce qui fait vraiment progresser en fait la discipline. Et du coup, Richard Sutton, lui, nous dit, les gars, la recherche, c'est pas tant les chercheurs, c'est surtout que le matériel progresse. Et au lieu de vouloir mettre vos gros égos de mecs qui veulent avoir des gros cerveaux et inventer des stratégies, des algorithmes, des idées là, soyez modestes et utilisez juste la machine la plus efficacement possible. Parce que de toute façon, vous, le temps que vous mettiez en place des super algos, que vous inventiez des trucs pour mieux comprendre comment la biologie ça fonctionne, pour le mettre dans une machine, le temps que vous compreniez pourquoi vos images de chat elles sont moins bien détectées et que vous mettiez en place des algorithmes pour mieux détecter les oreilles du chat et peu importe, etc., etc. En fait, pendant ce temps-là, chez Intel, chez Nvidia, les gens bossent et la machine sera juste plus puissante que ce que tu as maintenant. Et c'est la loi de Moore, hein. Et donc en fait, pour genre juste le même prix, pour genre juste la complexité, tu auras une machine qui est plus puissante. Donc au lieu d'essayer de faire des trucs intelligents, économise ton cerveau, économise même ton problème, mets ton problème un peu de côté et essaye juste de prédire, de mettre en place une stratégie qui fait que dans 6 mois, 1 an, 2 ans, quand tu auras une machine plus puissante, pour être capable d'utiliser le calcul de cette machine plus puissante. Voilà. Et donc on va regarder un petit peu ensemble ce qui fait que Richard Sutton nous dit ça et un petit peu le bien fondé de cette approche. Voyons donc voir le papier, donc The Bitter Lesson, par Richard Sutton. Et donc il nous dit la plus grosse des leçons qui peut être lue de 70 ans de recherche en IA, c'est que les méthodes qui utilisent le calcul sont ultimement les plus efficaces et par une large marge. La raison, effectivement, c'est la loi de Moore ou une généralisation des coûts qui se réduisent exponentiellement pour une unité de calcul donnée. Et donc, il nous dit la plupart de la recherche en IA était menée comme si le calcul disponible à un agent était constant. Et dans ce cas, effectivement, il faut lever la connaissance humaine pour améliorer la performance, puisque tu n'as pas plus de calcul. Donc, à un moment donné, si ton calcul est fixe, il faut être capable, si ta puissance de calcul est fixe, il faut trouver des stratégies plus intelligentes pour l'utiliser. Mais en fait, en seulement un petit peu plus longtemps que la durée de recherche d'un projet typique, on a beaucoup plus de calculs qui devient immédiatement disponible. Et donc, il nous donne plusieurs exemples. Le premier, c'est le jeu d'échecs. Et il nous dit, effectivement, donc ça remonte à 97 quand même, hein. Il nous dit que Kasparov a été battu par des stratégies de recherche massive. Alors, il faut bien comprendre le terme de recherche qui est exploité ici. On ne parle pas de recherche académique faite par des chercheurs, on parle de recherche, c'est pas research en anglais, c'est search. C'est le concept de chercher des combinaisons, de chercher les futurs coups possibles, de chercher, voilà, c'est mettre du calcul dans de la recherche, chercher sur Internet, chercher, enfin voilà, tout ce genre de choses. Chercher un chemin, chercher tout ça, voilà. Donc c'est déployer du calcul pour essayer de trouver quelque chose, une aiguille dans une botte de foin, quoi. Et il nous dit oui, à l'époque, les chercheurs n'étaient pas très contents parce que il y avait des gens dont leur boulot c'était de faire de la recherche sur les ordinateurs appliqués aux échecs. Alors pourquoi est-ce qu'on faisait ça ? Généralement, parce qu'en vrai, c'est pas un problème intéressant d'utiliser
enfin c'est pas un problème intéressant qui mérite qu'on mette de l'argent de faire jouer mieux aux échecs les ordinateurs. Mais ça relève derrière, en fait, c'est un exemple d'une tâche qui montre qu'on arrive à faire des choses plus intelligentes à des ordinateurs. Et donc, c'est ça qu'on cherche à faire, en fait, par stratégie. Mais donc, du coup, il y a des gens qui se perdent un peu et puis qui essayent de dire, bon, en fait, on va mettre des stratégies un petit peu plus spécifiques aux échecs, on va comprendre comment les échecs, ça fonctionne, on va prendre des experts, on va leur demander de coder, de mettre sous forme de patterns ou de règles des stratégies qui fonctionnent bien, des réactions qui fonctionnent bien dans tel état, tel état, tel état, etc., etc. Et bon, ça marchait pas du tout. Et en fait, c'est Kasparov, donc ça a été battu par Deep Blue 2. Et Deep Blue 2, ce qu'ils font, alors il y a toujours des tonnes d'experts en échecs qui sont allés dedans, mais déjà, on a pris un coup d'humilité, c'est qu'on a dit à ces experts-là, ne nous dites pas comment la machine doit se comporter déjà, ne nous dites pas quel est le bon coup à jouer, juste dites-nous quelles sont les choses qui sont importantes à voir sur un échiquier. Voilà. Et du coup, ils ont mis une sorte d'un ensemble de filtres ou de règles pour détecter, en fait, ce pattern, il est important, ce pattern, il a l'air d'être important, ce pattern, il a l'air d'être important, etc., etc., etc. Mais même pas pour dire il est bien ou il est pas bien, etc. Ça, on l'a pas mis, juste, c'était, donne-moi des critères. Et ils ont abouti comme ça à 8000 critères qui ont ensuite été codés dans des puces spécialisées pour calculer ça extrêmement vite, pour calculer ces critères extrêmement vite. Et donc ensuite, ce qu'on a fait, c'est que on a laissé la machine fouiller énormément de coups possibles. Donc déjà, ces machines, on en a mis plein. On évaluait quelque chose comme 22 millions de jeux d'échecs par seconde, ce qui est colossal. Et du coup, quand en fait Kasparov joue un coup, on va dérouler 22 millions de coups possibles. Enfin, 22 millions de coups, donc, oui, possible dans le futur, c'est ça. Et en fait, on va apprendre que cet état, par exemple, si ce filtre il est actif, en fait, il y a des chances que ça marche bien et on va lui attribuer un score, etc., etc. Et en fait, c'est la machine qui va trouver les scores qui marchent bien attribués à chacun de ces filtres, à chacune de ces caractéristiques. Et ensuite, surtout, on ne dit pas du tout à la machine comment elle joue. On va laisser la machine explorer un arbre de coups possibles assez profond, assez monstrueux, pour chercher vraiment dans le graphe des coups possibles quel est le meilleur coup à jouer. Donc ça, c'est un premier coup d'humilité pour les gens qui voulaient effectivement faire jouer la machine comme eux voulaient, comme eux pensaient que c'était bon, etc., etc. Et en Go, du coup, on a vu quelque chose d'assez similaire. Donc, c'est la suite de l'article. Le Go, il a fallu attendre un petit peu plus longtemps pour que ça soit vaincu. Mais le pattern, ça a été le même, en fait. Le pattern a été le même. On a pris chez DeepMind, ils ont pris des bases de données de jeux de Go. Et ils ont légèrement commencé à entraîner un réseau de neurones à prédire si ça allait gagner ou si ça allait perdre, quel était le prochain coup possible. Et ensuite, ils ont laissé la machine se battre contre elle-même pour apprendre des coups. Et là, il n'y avait plus du tout d'humain à partir de ce moment-là. Il y a même une deuxième version où il n'y avait même pas ce démarrage à partir de jeux historiques de coups humains. Et la machine a démarré en connaissant rien au jeu et juste en se battant contre elle-même encore et encore et encore et encore. Et les performances étaient bien meilleures. Et ça a encore été un coup d'humilité. Et ça, effectivement, donc ça a été appliqué avec plus de calculs pour faire deux choses, de l'apprentissage, donc, puisque maintenant on a des réseaux de neurones qui vont apprendre comment comment scorer le plateau, comment donner une sorte de priorité aux prochains coups à mener avant de les explorer et de voir si ça fonctionne bien, effectivement, en déroulant les coups possibles sur plusieurs coups à l'avance, etc. Et voire même à la fin, justement, simplement en apprenant par eux-mêmes. En recherche pour la reconnaissance de la parole, Richard Sutton nous dit dans la fin des années 70, il y avait le DARPA, donc c'est une sous-section de l'unité de l'armée américaine de recherche en informatique. Et donc effectivement, on avait des méthodes spéciales où on engageait des linguistes, des anatomistes ou peu importe, etc. Et ils essayaient de nous faire des algorithmes pour essayer de comprendre le son et essayer de refaire passer le son, de le remodéliser avec des modélisations mathématiques du larynx et de l'appareil vocal, etc.
pour essayer de recomprendre ce son, comment est-ce qu'il avait été généré par la gorge, puis ensuite essayer de faire recoller ça à des phonèmes, donc on a pris des linguistes pour nous dire dans telle langue il y a tel son qui existe, etc. Puis les faire coller à des unités de langue, puis les faire coller à des mots, etc. Et puis enfin les faire coller à des langages. Et puis tout ça, effectivement, ça a encore été balayé plus tard par le deep learning, et maintenant on a des systèmes où juste on dépense plus de calculs et on met de l'audio en entrée du système, en sortie on lui donne le texte qu'il doit comprendre, et puis ça marche évidemment infiniment mieux. On a vu les progrès des stratégies de reconnaissance de la parole. Donc encore une fois, gros coup d'humilité, hein. Au lieu d'essayer de faire fonctionner les systèmes comme on pense que le cerveau des chercheurs ou des humains fonctionne, juste on prend un pas de recul, on laisse la machine juste dépenser et cramer plus de calculs de façon intelligente et apprendre par elle-même. En vision, ça a été la même chose. En vision, à l'époque, les chercheurs avaient essayé de mettre en place des stratégies pour essayer de détecter les contours, puis détecter les angles, et puis ensuite essayer de caractériser divers objets par leurs contours et par leurs angles pour les reconnaître, etc. Et puis en 2012, AlexNet est arrivé, et on dit oh, stop, on arrête tout ça, on va juste prendre un gros réseau de neurones, lui donner des images en entrée, et ce qu'il faut prédire en sortie, on va le laisser apprendre et juste mettre du gros calcul dessus, et ça a fonctionné, ça a donné toute l'histoire qu'on connaît ensuite derrière. Donc effectivement, la leçon est grosse, et la leçon, même si elle apparaît évidente quand on la présente factuellement comme ça, elle est très dure à accepter, surtout pour des chercheurs dont le job, c'est de réussir, de créer quelque chose et de mettre en place des stratégies plus intelligentes. Et donc là, effectivement, vraiment, ce que dit Richard Sutton ici, c'est on n'a toujours pas appris cette leçon, on n'a toujours pas digéré l'amertume de cette leçon, et on continue à faire les mêmes erreurs. Pour voir ça, il faut voir pourquoi est-ce qu'on a envie de faire ces erreurs. Et on apprend à apprendre cette leçon un petit peu amère parce que, en fait, construire de la façon dont nous pensons, ça ne fonctionne pas à la longue. Cette leçon amère est basée sur des observations historiques, factuelles, c'est ce qu'on vient de présenter ici, que les chercheurs en IA ont souvent essayé de directement mettre des connaissances qu'ils avaient, eux, dans leur programme. Ça aide toujours à courte durée. Parce que d'un coup, oui, on rajoute ce qu'on appelle un petit biais inductif, on rajoute un petit élément qui aide l'agent. Mais en fait, dans des timelines un petit peu plus longues, à un petit peu plus longue échelle de temps, en fait, on s'aperçoit que ce biais qu'on a mis dans notre système, en fait, ça devient une limite, ça devient bloquant, puisque du coup, le programme ne peut pas s'en émanciper. Ça devient, au lieu d'être une aide, ça devient une contrainte. Imaginez que quelqu'un que vous appreniez à faire quoi que ce soit, et que la personne qui vous l'enseigne vous dit non, il faut absolument faire comme ça, comme je l'ai dit, étape par étape, etc., etc. Au bout d'un moment, il faut que vous vous appropriez votre façon de faire pour vous en émanciper aussi. Imaginez qu'en art, par exemple, on ait toujours appliqué exactement les mêmes recettes, il n'y aurait pas d'évolution. C'est un peu la même chose, c'est qu'une aide qu'on te donne au début, qui t'aide un peu au début, finalement finit par devenir un carcan. Et c'est vrai aussi, du coup, pour les systèmes intelligents. Et donc, quatrièmement, en fait, on finit par obtenir un plateau parce qu'on essaye de mettre ces connaissances-là qui deviennent des carcans. Ces carcans font qu'on n'arrive plus à faire du progrès sur notre stratégie, sur notre problématique. Et puis, finalement, il y a une stratégie qui arrive, qui pète totalement de game, avec une approche qui est totalement opposée et qui fait table rase de toutes ces connaissances, qui fait table rase de tous ces a priori, de tous ces biais qu'on a mis dedans, qui fait table rase de tout ce qui est spécifique au problème et qui dit juste, en fait, nous, on profite du calcul qui est disponible. Voilà. Et il dit effectivement les succès qu'on a, qui sont à court terme, qui en plus permettent de faire bien, puisque le chercheur il va réussir à publier un plus gros score sur sa stratégie, etc. Et effectivement, c'est fini complètement terminé, complètement digéré, parce que l'approche humaine finit par être battue par juste une approche qui lève plus de calculs. Voilà. Et donc effectivement, la conclusion, effectivement, c'est que
il faut choisir des méthodes qui sont générales, qui continuent à s'améliorer au fur et à mesure que plus de calculs deviennent disponibles. Et ces deux stratégies que Sutton identifie, c'est la recherche et l'apprentissage. Donc, du deep learning pour l'apprentissage, ce qui est la meilleure stratégie qu'on a aujourd'hui, mais peut-être qu'on en aura d'encore meilleure dans l'avenir, et puis de la recherche, donc de la recherche dans des graphes, de la recherche d'informations, de la recherche combinatoire, peu importe. Et il faut apprendre une deuxième leçon. Le contenu des esprits est vraiment beaucoup trop complexe. Il faut arrêter d'essayer de trouver des moyens simples de réfléchir sur comment fonctionnent nos cerveaux, comment fonctionne notre propre compréhension des choses, parce que juste on n'y arrive pas. Voilà. On n'arrive pas à bâtir dans les systèmes des biais à les aider en fait à apprendre en leur donnant des connaissances par nous-mêmes. On n'y arrive pas, il vaut mieux les laisser redécouvrir les choses par eux-mêmes. Voilà. Et il y a un point qui est assez rigolo ici, qui nous dit, donc c'est encore une petite digression ici sur la computer vision, il nous dit, les réseaux de deep learning modernes n'utilisent que la notion de convolution et certaines invariances, et du coup font mieux que avant, quand on utilisait toutes ces stratégies de détection d'arrêt, de cylindres, de feature shift, etc. Mais vous le voyez venir, ce truc, ça a été écrit en 2019. Vous le voyez, les quelques années qui suivent où la convolution n'est même plus dans les systèmes parce qu'on a cette approche plus générale de la self-attention dans les vision transformers. Encore une fois, la bitter lesson qui s'applique. Il y a une phrase que j'aime énormément aussi sur la bitter lesson, maintenant que je digresse par rapport au papier, que je ne fais plus que paraphraser ce que dirait Richard Sutton, c'est sur la reconnaissance de la parole. On a une citation très célèbre de Jelinek, qui du coup menait un petit peu ce genre de recherche-là, qui dirigeait une équipe de recherche, et qui nous dit « Every time I fire a linguist, the accuracy goes up ». À chaque fois que je vire un linguiste, la performance monte. Et donc voilà, c'est vraiment, encore une fois, c'était la bitter lesson avant l'heure, avant qu'elle soit formalisée dans ce papier-là. C'était vraiment Jelinek qui observe que finalement, mettre des développeurs, des chercheurs vraiment purement informatiques plutôt que des chercheurs en linguistique, en fait, c'était plus efficace que des chercheurs en linguistique pour des systèmes informatiques, parce que juste le linguiste, il y connaît rien, mais il va trouver des stratégies qui font que on va dépenser plus de calculs pour essayer de faire apprendre la machine, puisque lui, il n'y comprend rien, quoi. Et ça fonctionne mieux. Sur Go, il y a quelque chose d'aussi incroyable. Si vous regardez le reportage de DeepMind, qui est vraiment incroyable, vraiment, il est très très beau. Il y a le fameux Move 37, l'action 37. Et l'action 37, on peut la voir quand Lee Sedol, le champion du monde, du coup, qui est en train d'affronter AlphaGo, en fait, il va prendre sa post-clope. Il revient de sa post-clope, et pendant sa post-clope, en fait, l'ordinateur a joué. Et alors, c'est très rigolo parce que ce coup, il est vraiment pas intuitif. Il est tellement pas intuitif qu'il y a un gars qui est dans le boulot, en fait, est de mettre le pion sur le plateau de Go à l'endroit où la machine dit de le faire. Et en fait, il se plante au début parce que c'est tellement pas naturel. Lui, il sait jouer au Go, bien sûr. Et il se plante et il revérifie. Et en fait, il le met à la case d'à côté et il bug. Il bug, le mec. Et quand Lee Sedol revient, pareil. Il revient, vous pouvez voir sa tête, il est extrêmement perplexe. Et là, il nous explique qu'en fait, il pense que la machine s'est plantée, en fait. Et en fait, non. Il se fait battre à ce moment-là. Et il se trouve que ce Move 37, en fait, il était crucial. C'était pas du tout une erreur, au contraire, c'était crucial. Et finalement, il y a eu les experts de Go derrière qui se sont penchés sur le Move 37 pour essayer de le comprendre et justement pour apprendre de la machine ce qu'elle avait découverte en se battant contre elle-même et en justement se battant d'elle-même, en s'émancipant de la connaissance humaine sur le Go. Voilà. Donc toutes ces histoires, elles sont très intéressantes et elles nous montrent effectivement que Richard Sutton a raison. Et il y a eu une affaire qui est très récente où Richard Sutton, du coup, a été interviewé dans un podcast et il a dit quelque chose qui a été assez mal reçu par certains, qui était les LLM
ce n'est pas encore assez bitter lesson pilled. Les gens qui font de la recherche sur les LLM n'ont pas encore pris la bitter lesson parce que certes, ils dépensent des quantités incroyables de calculs, mais en fait, ils se basent toujours sur de la donnée humaine pour apprendre. Et donc, c'est très difficile de se dire si il a raison, s'il a tort, on verra dans l'avenir. Est-ce que finalement, après des millions d'années d'évolution, pour arriver à l'être humain, au langage, et puis de civilisation humaine pour apprendre toutes ces connaissances, est-ce que finalement, c'est quand même pas prendre un bon raccourci que d'apprendre nos LLM sur ces données-là, sur ces connaissances-là, plutôt que d'essayer de tout redécouvrir à partir de zéro. Donc ça, c'est des questions qui sont légitimes, qui se posent, ou voire même la question qui se pose, c'est est-ce qu'on aurait aujourd'hui suffisamment de puissance de calcul pour redécouvrir en fait cette bitter lesson, pour redécouvrir les connaissances de l'époque. Voilà. Et donc je vous laisse vous faire votre propre opinion. Est-ce que les LLM sont assez bitter lesson pilled? À mon avis, ça va dans le bon sens, puisque déjà on commence à abandonner petit à petit, à mettre de plus en plus de reinforcement learning dans les stratégies d'apprentissage des LLM pour qu'ils redécouvrent un petit peu à réfléchir en maths par eux-mêmes, à coder par eux-mêmes, etc. Et de moins en moins basé sur des exemples, de moins en moins basé sur l'imitation. Mais visiblement, d'après Richard Sutton, ça devrait encore aller plus loin. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aviez connaissance de tout ça? Est-ce que vous pensez finalement que la recherche sert quand même à quelque chose? Est-ce qu'il faudrait juste attendre que Intel et Nvidia nous donnent juste des ordinateurs de plus en plus puissants? Est-ce qu'il y a quand même un intérêt à faire de la recherche spécifique sur des domaines, peut-être pour mieux les comprendre aussi en tant qu'être humain, plutôt que d'attendre que juste une machine découvre le domaine, mais sans forcément qu'on comprenne mieux pourquoi, parce que c'est quand même difficile après quand on a une machine qui fait un move incroyable dans une partie d'échecs, de comprendre pourquoi elle l'a fait. Elle l'a fait parce qu'elle a calculé des millions de coups à l'avance et que ça s'avérait être, dans tous ses futurs possibles, ce qui l'avantageait le mieux. Mais comprendre pourquoi c'était le move qui l'avantageait le mieux, c'était pas forcément simple. Quand on a des systèmes maintenant modernes de vision, oui, ça arrive à reconnaître des chats dans une image ou à générer des vidéos entières, mais comprendre ce que la machine a appris, comment elle se représente le monde, c'est pas évident. C'est pas évident, et du coup finalement nous en tant qu'être humain on n'apprend pas grand chose. On a des machines qui fonctionnent, qui résolvent les tâches, mais on n'apprend plus finalement grand chose de comment elles résolvent le problème. Et peut-être effectivement jusqu'où on n'a pas encore ingéré cette bitter lesson au point le plus important, où justement on laisserait même à ces machines le soin d'apprendre à s'expliquer elles-mêmes. Mais si l'humain n'arrive pas à expliquer lui-même comment il fonctionne, est-ce que la machine arrivera elle-même à s'expliquer comment elle fonctionne? Si l'humain n'est pas capable d'écrire des règles d'échecs correctes pour les transmettre à une machine, pour transmettre son intuition, sa stratégie, sa façon de penser à une machine, est-ce que la machine arrivera, elle, à l'enseigner à l'humain? Est-ce qu'on n'est pas du coup fondamentalement résolu à diverger et avoir des humains qui font des trucs mais sans être capables d'expliquer comment, et une machine qui fait des trucs sans être capable d'expliquer vraiment comment, et juste, on peut juste communiquer sur les résultats peut-être, mais pas sur les stratégies, pas sur les intuitions, pas sur tout ça. Il y a des implications qui sont philosophiques évidemment sur tout ça, mais vraiment le cœur de la bitter lesson, c'est plus de calcul, plus de succès, et arrêter un petit peu avec notre ego humain de vouloir améliorer les choses en mettant à l'écrit, en mettant en algorithme, en mettant en mathématiques notre intuition, nos façons de penser comment on devrait résoudre le problème, et juste laisser plus de puissance à la machine.